Quand j'ai vu le Peugeot 3008 argenté garé devant la maison de mon autre petite-fille, Océane, j'ai senti mon estomac se retourner d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Cette voiture appartenait à Chloé. Elle avait l'autocollant de l'Université de Lyon sur la vitre arrière, le même que je l'avais vu coller avec tant de fierté 6 mois auparavant, quand elle avait fêté ses 24 ans et que nous lui avions offert ce cadeau. Mais elle était là, dans le garage d'Océane, brillant sous le soleil faible d'octobre, comme si elle avait toujours appartenu à cette maison, à cette vie qui n'était pas celle de ma petite-fille aînée. Je revenais du marché cet après-midi-là, portant 2 sacs de courses dans les rues étroites du quartier de la Croix-Rousse, quand j'ai décidé de passer chez Océane pour lui laisser des légumes frais que je savais qu'elle adorait. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Je me suis arrêtée sur le trottoir, les sacs pesant dans mes bras, et je suis restée là, regardant cette voiture qui aurait dû être avec Chloé, pas avec sa sœur. Mon esprit a commencé à tourner en boucle avec des questions sans réponse, et une sensation glacée a remonté le long de ma colonne vertébrale, se mêlant à la brise fraîche qui balançait les arbres environnants. Je n'ai pas frappé à la porte d'Océane ce jour-là. Quelque chose m'a dit d'attendre, d'observer avant d'agir. Je suis rentrée chez moi avec un nœud dans la gorge et une inquiétude qui ne m'a pas laissé bien dormir cette nuit-là. Le lendemain, j'ai appelé Chloé et je l'ai invitée à déjeuner avec moi, comme nous le faisions tous les mois. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. J'avais besoin d'entendre de sa bouche une explication qui ait du sens, parce que rien de tout cela n'en avait. Quand l'Uber s'est arrêté devant le portail de ma maison, 2 jours plus tard, et que j'ai vu Chloé descendre avec ce sourire fatigué qui tentait de cacher quelque chose de plus profond, j'ai senti mon cœur se serrer. Elle a marché jusqu'à la porte, et j'étais déjà là à attendre, tenant la poignée avec force, essayant de contrôler la tempête d'émotions qui grandissait en moi. J'ai ouvert la porte, et je l'ai serrée dans mes bras, sentant comme ses épaules étaient tendues, comme son corps semblait porter un poids qui n'aurait pas dû être là. « Pourquoi es-tu venue en Uber, ma chérie ?» ai-je demandé, en m'éloignant un peu pour regarder dans ses yeux bruns qui me rappelaient toujours mon défunt mari, Philippe. « Qu'est-il arrivé au SUV que nous t'avons acheté ?» Chloé a ouvert la bouche, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai entendu la voix de ma fille Isabelle venant du salon, où apparemment elle attendait déjà sans que je le sache. Sa sœur en avait plus besoin, maman. Le monde autour de moi a semblé ralentir. Je me suis tournée lentement, sentant chaque battement de mon cœur résonner dans mes oreilles. Isabelle était assise sur le canapé en velours vert que j'avais hérité de ma propre mère, les jambes croisées et une tasse de café à la main, comme si elle était chez elle, comme si cette révélation était la chose la plus naturelle du monde. Ses yeux ont rencontré les miens, et il y avait en eux un mélange de défi et d'indifférence qui m'a laissé sans voix. « Quoi ?» ai-je réussi à murmurer, tenant toujours Chloé par le bras, la sentant trembler légèrement à mes côtés. Océane commence son master maintenant et doit se déplacer à Grenoble 3 fois par semaine, a continué Isabelle, prenant une gorgée de café avec un calme qui me semblait répété. Sa vieille voiture ne supporterait pas le trajet, et tu sais comme c'est cher d'acheter une voiture neuve aujourd'hui. Alors j'ai décidé que Chloé pourrait prêter la sienne à sa sœur. Après tout, Chloé travaille de chez elle la plupart du temps, elle n'a pas tant besoin d'une voiture. J'ai regardé Chloé, cherchant en elle un signe d'accord, une indication que cette décision avait aussi été la sienne. Mais ce que j'ai vu était différent. J'ai vu une jeune femme qui luttait pour garder son calme, dont les yeux brillaient de larmes retenues, dont les lèvres tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de trouver des mots qui ne venaient pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cela n'avait pas été une décision. Cela avait été une imposition. « Tu as décidé ?» ai-je répété, me tournant à nouveau vers Isabelle, sentant quelque chose en moi commencer à bouillir. « Tu as décidé au sujet d'un cadeau que ton père et moi avons offert à Chloé ?» Isabelle a soupiré, comme si j'étais dramatique, comme si je n'avais pas le droit de questionner cette situation absurde. « Maman, tu n'as pas besoin de faire une scène pour ça, » a-t-elle dit, posant la tasse sur la table basse avec un son doux qui contrastait avec la dureté de ses paroles. « Ce sont mes 2 filles, et je sais ce qui est le mieux pour elles. Océane a vraiment besoin de cette voiture maintenant, et Chloé le comprend. N'est-ce pas, ma chérie ?» Chloé n'a pas répondu.
Elle a simplement baissé les yeux vers le sol et j'ai vu une larme couler sur son visage, silencieuse et douloureuse. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement à propos de la voiture, ça ne l'avait jamais été. C'était à propos d'années de favoritisme mal dissimulé, de la façon dont Isabelle avait toujours traité mes deux petites filles de manière complètement différente, comme si l'une méritait le monde et l'autre devait se contenter des miettes. J'ai lâché doucement le bras de Chloé et j'ai marché jusqu'au centre du salon, me positionnant entre le canapé où Isabelle était assise et la porte d'entrée où Chloé restait immobile. L'air dans le salon était lourd, chargé de tensions non dites qui s'étaient accumulées pendant des années. Et j'ai senti que le moment était venu de finalement les affronter. « Isabelle » ai-je commencé, gardant ma voix ferme malgré le tourbillon d'émotions que je luttais pour contenir. « Cette voiture n'est pas à toi pour décider quoi en faire. C'était un cadeau que ton père et moi avons offert à Chloé, et seule Chloé a le droit de décider si elle veut ou non la prêter à quelqu'un. » « Mais elle a accepté » a rétorqué Isabelle, se levant du canapé d'un mouvement brusque. « N'est-ce pas vrai, Chloé ? Tu as accepté de prêter la voiture à ta sœur. Quitte. » Chloé a finalement levé les yeux, et ce que j'ai vu en eux m'a brisé le cœur. Il y avait là un mélange de peur, de tristesse, et une résignation qu'aucune jeune femme de 24 ans ne devrait porter. « Je n'ai pas eu le choix, maman, » a dit Chloé, sa voix sortant en un murmure brisé. « Tu as dit que si je ne prêtais pas la voiture, tu ne m'aiderais plus avec le loyer de l'appartement. Tu as dit que j'étais égoïste et qu'Océane avait toujours été plus responsable que moi. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. J'ai regardé Isabelle, m'attendant à voir une trace de honte, un signe de regret pour ce qu'elle avait fait à sa propre fille. Mais je n'ai rien vu de tout cela. J'ai seulement vu de l'irritation, comme si Chloé avait gâché un plan parfaitement élaboré en exposant la vérité devant moi. « Maman, tu ne comprends pas. » a commencé Isabelle, mais j'ai levé la main, l'interrompant. « Non, Isabelle, celle qui ne comprend pas ici, c'est toi. » Ma voix est sortie plus forte que je ne l'avais prévu, résonnant contre les murs du salon qui avaient été témoins de tant de moments heureux de notre famille. « Tu n'as pas le droit de faire chanter ta fille, de la manipuler pour favoriser l'autre. Ce que tu fais n'est pas être mère, c'est être une tyran qui choisit ses favorites et s'attend à ce que tout le monde accepte ça en silence. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Isabelle m'a regardé comme si je venais de la trahir, ses yeux brillants d'une colère qu'elle ne pouvait plus cacher. Chloé est restée près de la porte, tenant la bandoulière de son sac avec tant de force que ses doigts étaient blancs. « Tu as toujours été comme ça, maman, » a finalement dit Isabelle, sa voix basse et tranchante. « Toujours à t'immiscer dans la façon dont j'élève mes filles, toujours à penser que tu en sais plus que moi. »« Et toi, tu as toujours été aveugle à ce que tu fais, » ai-je répondu, sentant des larmes chaudes commencer à se former dans mes yeux. « Depuis qu'elles sont petites, tu traites Chloé comme si elle était moins importante, comme si ses rêves et ses besoins ne comptaient pas autant que ceux d'Océane. Et je ne vais plus rester silencieuse en te regardant détruire l'estime de soi de ma petite fille. » Isabelle a fait un pas en avant, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait exploser dans une crise de rage. Mais alors elle a simplement pris le sac qui était sur le canapé et a marché vers la porte, s'arrêtant brièvement à côté de Chloé. « Tu vas devoir choisir, maman, » a-t-elle dit, sans me regarder. « Soit tu me soutiens dans mes décisions en tant que mère, soit tu prends son parti. Mais tu ne peux pas avoir les deux. » Et avec ça, elle est partie, claquant la porte avec assez de force pour faire trembler les cadres sur le mur. Je suis restée là immobile, écoutant le son de ses pas s'éloigner, le son de sa voiture démarrant et partant. Et puis, finalement, je me suis tournée vers Chloé, qui s'était effondrée en larmes, couvrant son visage de ses mains. J'ai marché jusqu'à elle et je l'ai enveloppée dans mes bras, la sentant trembler pendant qu'elle pleurait. J'ai caressé ses cheveux, murmurant des mots de réconfort que j'arrivais à peine à articuler, parce que moi-même, j'essayais de traiter ce qui venait de se passer. Ma fille m'avait donné un ultimatum, m'avait forcé à choisir entre elle et ma petite fille. Et à ce moment-là, j'ai su, avec une clarté douloureuse, que mon choix était déjà fait. Si vous écoutez cette histoire maintenant, c'est peut-être parce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou parce que vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Et si cela a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre,
j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire, partagez un peu de votre histoire avec moi. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces luttes fait déjà toute la différence. Et si vous voulez continuer à écouter ce qui s'est passé après ce jour-là, s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous promets que ça en vaut la peine. Après le départ d'Isabelle, j'ai emmené Chloé dans la cuisine et j'ai préparé une tisane de camomille, celle que ma propre grand-mère avait l'habitude de me faire quand j'étais enfant et que j'étais triste. Nous nous sommes assises à la table en bois que Philippe avait construite de ses propres mains il y a plus de 30 ans. Et pendant un long moment, nous sommes simplement restés là, en silence, écoutant le son de la bouilloire qui refroidissait et de l'horloge murale qui marquait les secondes. « Grand-mère » a finalement dit Chloé, sa voix encore tremblante, « je suis vraiment désolée d'avoir causé tout ça. »« Tu n'as rien causé, mon ange » ai-je répondu, tenant sa main sur la table. « Rien de tout cela n'est de ta faute. » Elle a secoué la tête, toujours incapable d'accepter cela. « Mais maintenant tu t'es disputé avec maman à cause de moi. Elle va être en colère contre toi, et je ne veux pas être la raison pour laquelle vous vous éloignez. Chloé, regarde-moi. » J'ai attendu qu'elle lève ses yeux rouges et gonflés. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas à propos de toi ou de la voiture. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui se passe depuis des années et que j'aurais dû affronter bien plus tôt. Ta mère doit comprendre qu'elle ne peut pas te traiter de cette façon. Et s'il a fallu une dispute pour que cela soit clair, alors qu'il en soit ainsi. Elle a serré ma main, et j'ai senti dans ce geste tout l'amour et toute la gratitude qu'elle ne pouvait pas exprimer avec des mots. Nous sommes restés là à parler pendant des heures, et pour la première fois depuis longtemps, Chloé s'est complètement ouverte à moi. Elle m'a raconté toutes les fois où elle s'était sentie mise de côté, comment elle avait grandi en pensant qu'elle ne serait jamais assez bien, les commentaires subtils et les comparaisons constantes avec Océane qui avaient, petit à petit, miné sa confiance. Et pendant qu'elle parlait, je me demandais comment je n'avais pas remarqué avant. Comment j'avais laissé cela se produire sous mon nez. Comment je n'avais pas prêté l'attention nécessaire aux signes qui avaient toujours été là. Philippe aurait su quoi faire, ai-je pensé. Il a toujours été meilleur que moi pour gérer Isabelle, pour lui faire voir ses erreurs sans qu'elle se ferme complètement. Mais Philippe était parti depuis 5 ans, emporté par un cancer qui n'avait donné aucune chance de se battre, et maintenant j'étais seule pour affronter cette situation qui semblait ne pas avoir de solution facile. Mais je n'étais pas vraiment seule, ai-je réalisé en regardant Chloé. Je l'avais elle, j'avais la vérité de mon côté, et j'avais la certitude que je faisais la bonne chose, même si cela signifiait affronter ma propre fille. Quand la nuit est tombée, j'ai insisté pour que Chloé reste dîner. J'ai préparé un coq au vin, son plat préféré, et nous avons essayé d'avoir une soirée normale, parlant de choses légères, de son travail comme graphiste, des nouveaux projets qu'elle développait. Mais il y avait une ombre qui planait sur nous, la conscience que tout avait changé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Avant qu'elle ne parte, je lui ai donné l'argent que j'avais gardé dans le coffre de la chambre, une somme considérable que Philippe et moi avions économisée pour les urgences. « Reprends la voiture, Chloé », ai-je dit, mettant l'enveloppe dans ses mains. « Va chez Océane demain matin et reprends ce qui t'appartient. Si ta mère te pose des questions, dis-lui que c'était ma décision. Et avec cet argent, tu n'as plus à t'inquiéter du loyer pour les prochains mois. Je veux que tu aies la liberté de faire tes choix sans craindre de chantage. » Chloé a essayé de protester, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je l'ai serrée fort dans mes bras et je l'ai renvoyée chez elle dans l'Uber que j'avais appelé, la regardant partir par la fenêtre avec le cœur serré, mais aussi avec une étrange sensation de soulagement. J'avais finalement pris position. J'avais finalement montré que je n'accepterais plus ce type d'injustice, peu importe de qui elle venait. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait venir. Je n'imaginais pas que ma décision ce soir-là ne serait que le début d'une série d'événements qui transformerait complètement le cours de notre famille. Et que le véritable test était encore à venir, apportant des révélations que je n'aurais jamais pu prévoir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un poids étrange sur la poitrine. La lumière grise d'octobre filtrait à travers les rideaux de ma chambre, et j'ai entendu les premières gouttes de pluie commencer à frapper contre les fenêtres. Philippe me manquait dans ces moments-là, son calme, sa sagesse, la façon dont il savait toujours trouver les mots justes pour apaiser les tempêtes familiales.
Mais Philippe n'était plus là, et je devais affronter seule les conséquences de mes actes. J'ai préparé mon café en essayant de ne pas penser au silence de mon téléphone. Isabelle n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message. Ce silence était peut-être pire que la colère. C'était le silence du ressentiment qui s'installe, qui construit des murs entre les gens, des murs qui deviennent de plus en plus difficiles à démolir avec le temps. Vers 10 heures, mon téléphone a enfin vibré. C'était Chloé. « Grand-mère, j'ai le carreau », son message disait, avec une photo du Peugeot 3008 argenté garé devant son appartement. Océane n'était même pas à la maison. J'ai utilisé ma clé de secours et je l'ai simplement pris. Maman va être furieuse. J'ai souri malgré la tension qui comprimait ma poitrine. Au moins, cette partie était réglée. Chloé avait récupéré ce qui lui appartenait. Mais je savais que ce n'était que le début, que la vraie bataille était encore à venir. Et je ne me trompais pas. 2 heures plus tard, Isabelle est arrivée chez moi sans prévenir. Je l'ai vue de la fenêtre, sortant de sa Renault avec des mouvements brusques, claquant la portière avec une force qui trahissait sa rage. Elle n'a même pas sonné. Elle est entrée directement avec la clé que je lui avais donnée des années auparavant. « Comment as-tu osé ?» furent ses premiers mots, prononcés d'une voix tremblante de colère alors qu'elle entrait dans le salon où j'étais assise. Essayant de lire un livre que je n'arrivais pas à me concentrer sur. « Comment as-tu osé dire à Chloé de reprendre cette voiture sans m'en parler ?» Je me suis levée lentement, posant le livre sur la table basse, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne lui ai rien dit de faire, Isabelle. Je lui ai simplement donné les moyens d'être indépendante et de ne plus avoir à accepter tes chantages. Mes chantages ? Elle a ri, mais c'était un rire sans joie, plein d'amertume. Tu parles de mes chantages alors que tu viens de faire exactement la même chose ? Tu lui as donné de l'argent pour qu'elle se retourne contre moi ? Non, j'ai répondu calmement, même si mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse vivre sans avoir peur de te déplaire. Il y a une différence énorme entre les deux, et si tu ne la vois pas, c'est parce que tu ne veux pas la voir. Isabelle a secoué la tête, ses cheveux bruns balayant ses épaules avec l'intensité de son mouvement. Elle a commencé à marcher de long en large dans le salon, comme un animal en cage, et j'ai pu voir dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une douleur profonde, presque enfantine, qui se cachait derrière la colère. « Tu ne comprends pas, maman ?» elle a dit finalement, s'arrêtant devant la cheminée où trônaient les photos de famille. « Tu ne comprends pas ce que c'est que d'élever 2 filles complètement différentes, de devoir faire des choix difficiles. » Des choix difficiles ?» l'ai-je interrompu, sentant ma propre colère commencer à bouillonner. « Isabelle, favoriser une fille au détriment de l'autre n'est pas un choix difficile, c'est une cruauté. Et le pire, c'est que tu ne vois même pas ce que tu fais à Chloé. Chloé va bien, elle est dramatique, comme elle l'a toujours été. Océane, par contre, a vraiment besoin de soutien maintenant. Elle commence son master, elle a un avenir brillant devant elle, et Chloé n'a pas un avenir brillant ? J'ai senti ma voix monter malgré moi. Elle travaille dur, elle construit sa carrière, elle essaie de se faire une place dans ce monde difficile, et tout ce qu'elle reçoit de ta part, ce sont des comparaisons et du mépris. Le silence est tombé entre nous, lourd et étouffant. Isabelle me regardait comme si elle me voyait pour la première fois, comme si elle réalisait soudainement que je n'allais pas céder, que je n'allais pas simplement acquiescer et accepter sa version des faits. « Si c'est comme ça que tu vois les choses, » elle a dit d'une voix dangereusement calme, « alors je pense qu'il vaut mieux que nous prenions nos distances. Tu as fait ton choix, maman. Tu as choisi Chloé plutôt que moi. » « Non, Isabelle, » j'ai répondu, sentant les larmes me monter aux yeux. « J'ai choisi la justice. J'ai choisi de ne plus être complice de la façon dont tu traites ta fille. Ce n'est pas la même chose. » Mais elle était déjà partie, sortant de la maison aussi brusquement qu'elle y était entrée, me laissant seule dans ce salon qui semblait soudainement trop grand, trop vide, trop froid. Je me suis assise sur le canapé, mes jambes tremblant sous moi, et j'ai laissé les larmes couler librement pour la première fois depuis des années. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Isabelle ne répondait pas à mes appels, ne réagissait pas à mes messages. Océane, de son côté, m'a envoyé un message froid, me disant qu'elle me trouvait injuste et qu'elle comprenait sa mère. Seule Chloé restait en contact.
mais je pouvais sentir dans sa voix qu'elle se sentait coupable, qu'elle portait le poids de cette rupture familiale sur ses épaules. Un après-midi, environ une semaine après la grande confrontation, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. « Madame Dubois ?» a dit une voix d'homme que je ne reconnaissais pas. « Je m'appelle Thomas Mercier, je suis comptable. Je vous appelle concernant une situation délicate impliquant votre fille, Isabelle. » Mon cœur s'est serré. Quelle situation! Je préférerais en parler en personne, si c'est possible. C'est assez complexe et... disons que c'est dans l'intérêt de toute votre famille que vous soyez au courant. Nous avons pris rendez-vous pour le lendemain, dans un café du centre de Lyon. Je n'ai rien dit à Chloé, ne voulant pas l'inquiéter avant de savoir de quoi il s'agissait exactement. Mais cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, tournant et retournant dans mon lit, imaginant toutes sortes de scénarios catastrophes. Le lendemain, j'ai trouvé Thomas Mercier installé à une table au fond du café Les Deux Garçons, un homme d'une quarantaine d'années avec des lunettes et un air sérieux qui ne me rassurait pas du tout. Il s'est levé quand je suis arrivée et m'a serré la main avec une politesse formelle. « Merci d'être venue, Madame Dubois », a-t-il dit une fois que nous étions assis. « Je sais que cela peut sembler étrange que je vous contacte ainsi, mais j'ai longtemps réfléchi avant de le faire et je pense que vous avez le droit de savoir. » Savoir quoi, exactement? Il a sorti de sa mallette plusieurs documents qu'il a étalés sur la table entre nous. Je reconnaissais certains noms, certains chiffres, mais rien qui avait vraiment du sens pour moi. Votre fille Isabelle est venue me voir il y a environ 2 ans pour que je l'aide à gérer les finances d'une petite entreprise qu'elle voulait créer, a-t-il expliqué. Au début, tout semblait normal. Elle avait un bon plan d'affaires, des investisseurs intéressés. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des irrégularités dans les comptes. Quel genre d'irrégularité? Ma voix tremblait malgré moi. De l'argent qui entrait mais qui ne correspondait pas aux revenus déclarés de l'entreprise. Des transferts vers des comptes personnels. Et puis, j'ai découvert que certains de ces fonds provenaient de sources qui n'étaient pas exactement légales. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Thomas a retiré ses lunettes et les a nettoyées, un geste nerveux qui trahissait son inconfort. Je suis en train de vous dire que votre fille a été impliquée dans une affaire de détournement de fonds. Elle a utilisé le nom de son entreprise pour blanchir de l'argent pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, cette personne exige qu'elle rembourse une dette importante, sinon. Sinon quoi? Sinon, ils vont révéler tout à la justice. Isabelle pourrait aller en prison, Madame Dubois. Et pas seulement elle. Toutes les personnes dont les noms apparaissent dans ces documents pourraient être impliquées, y compris. Il a poussé vers moi un document spécifique, et quand j'ai vu le nom qui y figurait, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Océane Beaumont, ma petite fille, la petite fille préférée d'Isabelle. Son nom était là, noir sur blanc, comme co-signataire de plusieurs transactions douteuses. « Non », ai-je murmuré, « ce n'est pas possible. » « J'ai peur que ce ne soit que trop réel, » a dit Thomas avec une expression de sympathie authentique. « Et c'est pour cela que je vous contacte. Isabelle est dans une situation désespérée, mais elle est trop fière pour demander de l'aide. Elle essaie de tout gérer seule, et honnêtement, je ne pense pas qu'elle y arrivera. La dette s'élève à près de 50 000 €. 50 000 €, une somme astronomique. J'ai pensé à la maison que Philippe et moi avions achetée il y a tant d'années, à l'argent que nous avions économisé pendant toute une vie de travail. J'ai pensé à Isabelle, ma fille compliquée et difficile, qui s'était apparemment mise dans une situation impossible. Et j'ai pensé à Océane, qui n'avait peut-être même pas conscience d'avoir été impliquée dans tout cela. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» ai-je demandé. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que j'ai entendu parler de votre dispute avec Isabelle, » a-t-il admis. Lyon est une petite ville à bien des égards. Et j'ai pensé que si vous compreniez ce qu'elle traverse, peut-être que vous pourriez l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Je suis rentrée chez moi dans un brouillard complet. Tout ce que je pensais savoir, tout ce que je croyais comprendre de la situation s'était effondré en l'espace de quelques minutes. Isabelle n'était pas simplement une mère qui favorisait une fille au détriment de l'autre. Elle était quelqu'un qui se battait pour protéger Océane d'une catastrophe qu'elle avait elle-même créée. Mais cela n'excusait pas la façon dont elle traitait Chloé.
Cela n'excusait rien du tout. Si quoi que ce soit, cela rendait la situation encore plus complexe, encore plus douloureuse. Ce soir-là, j'ai appelé Chloé et je lui ai demandé de venir me voir. Il était temps qu'elle sache la vérité, toute la vérité. Et il était temps que nous décidions ensemble de ce qu'il fallait faire. Chloé est arrivée 1 heure plus tard, le visage marqué par l'inquiétude. Elle m'avait dit au téléphone qu'elle sentait dans ma voix que quelque chose n'allait pas, et elle avait raison. Je n'avais jamais été douée pour cacher mes émotions, surtout pas à mes petites filles qui me connaissaient trop bien. Nous nous sommes assises dans la cuisine, là où tant de conversations importantes avaient eu lieu au fil des ans. J'ai préparé du thé, mes mains tremblant légèrement alors que je versais l'eau chaude dans les tasses. Le silence entre nous était pesant, chargé de l'anticipation de ce que j'étais sur le point de révéler. J'ai pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour commencer. « Chloé, ma chérie », ai-je commencé doucement, posant ma tasse sur la table. « J'ai rencontré quelqu'un hier, un homme nommé Thomas Mercier. Il est comptable, et il m'a contacté parce qu'il pense que j'ai le droit de savoir certaines choses concernant ta mère. » Le visage de Chloé s'est tendu immédiatement. Quel genre de choses? J'ai pris sa main dans la mienne, sentant la nécessité de lui offrir du réconfort avant même de commencer. Puis, lentement et avec autant de clarté que possible, je lui ai raconté tout ce que Thomas Mercier m'avait révélé. Je lui ai parlé de l'entreprise qu'Isabelle avait créée, des irrégularités dans les comptes, de l'argent qui provenait de sources douteuses. Je lui ai expliqué le détournement de fonds, le blanchiment d'argent, la dette de 50 000 €. Le visage de Chloé a changé d'expression plusieurs fois pendant mon récit. D'abord la surprise, puis le choc s'est installé dans ses traits. L'incrédulité a brillé dans ses yeux, suivie d'une confusion profonde. Quand j'en suis arrivée à la partie concernant Océane, quand j'ai mentionné que son nom apparaissait sur les documents comme co-signataire, j'ai vu quelque chose se briser en elle. « Océane est impliquée dans tout ça ?» a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Elle sait ? Elle est au courant de ce que maman a fait. »« Je ne pense pas, ma chérie, » ai-je répondu avec toute l'honnêteté que je pouvais rassembler. « D'après ce que j'ai compris de ma conversation avec Thomas, ta mère a utilisé le nom d'Océane sans qu'elle soit vraiment consciente de la nature des transactions. Elle a probablement signé des documents en pensant qu'il s'agissait d'autre chose ou peut-être que ta mère a même imité sa signature. Mais légalement, cela n'a pas d'importance. Son nom est sur ces documents, ce qui signifie qu'elle pourrait être tenue responsable devant la justice. » Chloé s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le carrelage de la cuisine. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, regardant dehors vers le jardin où Philippe cultivait autrefois ses roses avec tant de soin. Les dernières fleurs de l'automne se fanaient doucement, leurs pétales tombant comme des larmes silencieuses. La pluie avait cessé plus tôt dans la journée, laissant place à un ciel gris perle qui semblait refléter parfaitement l'état de nos esprits tourmentés. Elle est restée là pendant un long moment, sa silhouette se découpant contre la lumière déclinante du jour. Je pouvais voir ses épaules se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration, qu'elle tentait visiblement de contrôler. Ses mains étaient pressées contre le rebord de la fenêtre, les jointures blanches de la force avec laquelle elle s'agrippait. « Je ne sais pas comment je dois me sentir », a-t-elle dit doucement, sans se retourner. Sa voix tremblait légèrement, trahissant le tourbillon d'émotions qui devait faire rage en elle. Une partie de moi veut être en colère, veut dire que maman mérite ce qui lui arrive après tout ce qu'elle m'a fait, après toutes ces années où elle m'a fait sentir que je n'étais pas assez bien, que je ne méritais pas le même amour qu'Océane. Elle a fait une pause et j'ai vu sa tête s'incliner légèrement vers l'avant, comme si le poids de ses pensées était devenu trop lourd à porter. Mais une autre partie. Sa voix s'est brisée. Une autre partie a juste de la peine pour elle, et pour Océane, parce que malgré tout, c'est ma sœur. Et elle ne mérite pas d'être entraînée dans ce chaos, dans cette situation qu'elle n'a même pas créée. Je me suis levée lentement, mes vieilles articulations protestant légèrement, et je suis allée la rejoindre près de la fenêtre. J'ai posé ma main sur son épaule, sentant la tension qui habitait son corps tout entier. « C'est normal de ressentir les deux, ma chérie », ai-je dit avec toute la douceur dont j'étais capable. « Les relations familiales ne sont jamais simples,
surtout quand il y a eu tant de blessures, tant de moments où la confiance a été trahie. Tu as le droit d'être en colère contre ta mère pour ce qu'elle t'a fait, mais tu as aussi le droit d'avoir de la compassion pour la situation impossible dans laquelle elle s'est mise. Ces deux sentiments peuvent coexister, tu sais. Ils ne s'annulent pas l'un l'autre. Chloé s'est finalement tournée vers moi, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a presque fait pleurer. Il y avait une telle maturité dans son regard, une sagesse qui dépassait ses 24 ans. Mais il y avait aussi une vulnérabilité, une tristesse profonde qui me rappelait la petite fille qu'elle avait été, celle qui venait se blottir dans mes bras quand le monde lui semblait trop cruel. Les yeux brillants de larmes non versées, elle m'a demandé « Qu'est-ce qu'on va faire, grand-mère ? Comment est-ce qu'on répare une situation comme celle-là » C'était la question que je me posais depuis que j'avais quitté ce café avec Thomas Mercier. J'avais passé toute la nuit précédente à me retourner dans mon lit, pesant le pour et le contre, essayant de trouver la meilleure voie à suivre. J'avais l'argent nécessaire pour aider Isabelle, pour la sortir de cette situation désespérée. Philippe et moi avions été économes toute notre vie, mettant de côté chaque euro que nous pouvions épargner. Nous avions travaillé dur, lui dans son atelier de menuiserie et moi comme enseignante, et nous avions accumulé une somme confortable au fil des décennies. 50 000 euros. C'était une somme énorme qui représenterait une grosse partie de nos économies. Cet argent, nous l'avions mis de côté pour assurer notre retraite, pour pouvoir vivre confortablement dans nos vieux jours, pour peut-être voyager un peu avant que notre santé ne nous le permette plus. Philippe était parti avant que nous ayons pu réaliser beaucoup de ses rêves. Et maintenant, je me retrouvais face à un choix qui pourrait faire disparaître une grande partie de ce que nous avions construit ensemble. Mais c'était ma famille. C'était ma fille, aussi compliquée et frustrante qu'elle puisse être. Et c'était mes petites filles, ces deux jeunes femmes, qui méritaient toutes les deux une chance de construire leur vie sans être écrasées par les erreurs de leur mère. Je ne sais pas encore exactement, ai-je admis avec honnêteté. Mais je pense que nous devons en parler à ta mère. Nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Nous devons entendre son côté de l'histoire, aussi douloureux que cela puisse être. Et ensuite, nous déciderons ensemble de la meilleure façon d'avancer. Chloé a essuyé une larme qui avait réussi à s'échapper, coulant lentement sur sa joue. « Tu veux que je vienne avec toi ? Pour parler à maman ? » « Seulement si tu te sens prête, » ai-je répondu fermement. « Je ne veux pas te forcer à affronter ta mère si tu n'es pas émotionnellement préparée. Cette conversation sera difficile, probablement l'une des plus difficiles que nous aurons jamais. Et je ne veux pas que tu te sentes obligée de participer si tu as besoin de plus de temps pour traiter tout ça. » Chloé a redressé les épaules, et j'ai vu dans ce geste la force qui l'habitait, cette résilience qu'elle avait développée malgré toutes les difficultés qu'elle avait affrontées. « Je suis prête », a-t-elle dit avec une détermination qui m'a surprise et rendue fière à la fois. Pour Océane, si ce n'est pour personne d'autre. Ma sœur ne mérite pas d'être entraînée dans tout ça. Elle travaille tellement dur pour son master, elle a toute sa vie devant elle. Je ne peux pas rester les bras croisés en sachant qu'elle pourrait avoir un casier judiciaire à cause de quelque chose qu'elle n'a même pas fait consciemment. Cette nuit-là, après le départ de Chloé, je me suis assise dans mon salon, entourée de photos de famille qui tapissaient les murs et les étagères. Il y avait Philippe et moi le jour de notre mariage, jeunes et pleins d'espoir. Il y avait Isabelle enfant, riant dans les bras de son père. Il y avait Chloé et Océane petite, se tenant la main lors d'un pique-nique familial avant que les choses ne deviennent si compliquées entre elles. J'ai regardé ces images du passé, ces moments figés dans le temps où tout semblait plus simple, et j'ai prié pour trouver la force nécessaire pour affronter ce qui nous attendait. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur un Lyon brumeux et froid. Chloé et moi nous sommes retrouvés devant chez Isabelle vers 10 heures. L'immeuble où ma fille vivait se dressait devant nous, imposant et silencieux dans la lumière grise du matin. J'avais appelé Isabelle la veille pour lui dire que nous devions parler, sans mentionner que je savais déjà tout. Ma voix au téléphone avait dû trahir quelque chose cependant, car elle avait accepté à contre-cœur, sa propre voix encore teintée de cette froideur qui s'était installée entre nous depuis notre dernière dispute.
Nous sommes montés ensemble dans l'ascenseur, Chloé et moi, dans un silence chargé d'appréhension. Je pouvais sentir la nervosité de ma petite fille, voir la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait son sac. J'ai pris sa main dans la mienne, lui offrant ce réconfort silencieux que seule une grand-mère peut donner. Quand Isabelle a ouvert la porte et a vu Chloé à côté de moi, son visage s'est immédiatement durci. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine et ses yeux se sont rétrécis avec méfiance. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» a-t-elle demandé sèchement, sans même nous inviter à entrer, se tenant dans l'embrasure de la porte comme une gardienne refusant l'accès à son territoire. « Elle fait partie de cette famille, Isabelle, que cela te plaise ou non, » ai-je répondu avec une fermeté que je puisais au plus profond de moi-même. Et ce que nous avons à discuter la concerne autant qu'elle nous concerne toutes. C'est une conversation familiale et elle a le droit d'y participer. Isabelle a hésité un long moment, son regard passant de moi à Chloé, puis de nouveau vers moi. Je pouvais voir le conflit qui se jouait sur son visage, l'envie de nous claquer la porte au nez luttant contre la curiosité de savoir ce qui m'avait amené ici. Finalement, avec un soupir résigné, elle s'est écartée pour nous laisser passer. L'appartement d'Isabelle, normalement impeccable et méticuleusement rangé, montrait des signes évidents de négligence. Des magazines et des journaux étaient empilés de façon désordonnée sur la table basse. De la vaisselle sale s'accumulait dans l'évier, visible depuis l'entrée. Des vêtements étaient jetés sur le dossier du canapé. C'étaient de petits détails, mais révélateurs de son état d'esprit, de la façon dont elle luttait pour maintenir une apparence de normalité alors que tout s'écroulait autour d'elle. Nous nous sommes assises dans le salon, une tension presque palpable remplissant l'espace entre nous. Isabelle s'est installée dans le fauteuil en face du canapé où Chloé et moi avions pris place, les bras croisés défensivement sur sa poitrine, son langage corporel criant son hostilité et sa méfiance. « Qu'est-ce que vous voulez ?» a-t-elle demandé d'un ton brusque, son regard passant de l'une à l'autre avec impatience. Je n'ai pas tourné autour du pot. Il n'y avait plus de temps pour les subtilités ou les approches délicates. « Je veux que tu me parles de Thomas Mercier, » ai-je dit directement, mes yeux ne quittant pas les siens, « et de l'argent que tu dois. Je veux que tu m'expliques comment tu en es arrivé là, et surtout, comment le nom d'Océane s'est retrouvé mêlé à tout ça. » Ah, le sang s'est retiré du visage d'Isabelle si rapidement que j'ai eu peur qu'elle ne s'évanouisse. Elle m'a regardé comme si je l'avais physiquement giflée, ses yeux s'écarquillant de choc pur et d'incrédulité. Sa bouche s'est ouverte et refermée plusieurs fois sans qu'aucun son n'en sorte. « Comment ? Comment tu sais ça ?» a-t-elle finalement réussi à articuler, sa voix n'étant plus qu'un murmure étranglé. « Il m'a contacté, » ai-je expliqué calmement, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Thomas Mercier m'a appelé parce qu'il pense que j'ai le droit de savoir ce qui se passe, surtout quand ça implique ma petite fille. Il est inquiet pour toi, Isabelle, et il pense que tu as besoin d'aide avant qu'il ne soit trop tard. Isabelle a fermé les yeux, ses mains se crispant sur les accoudoirs du fauteuil. Quand elle les a rouverts quelques secondes plus tard, toute la colère, tout le défi qui l'animait habituellement avaient disparu. À leur place, il n'y avait plus que de l'épuisement profond et un désespoir qui faisait peine à voir. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues avant même qu'elle ne commence à parler. « Je voulais juste... » Sa voix s'est brisée et elle a dû s'arrêter pour reprendre son souffle. « Je voulais juste donner à Océane toutes les chances. Son master est tellement cher et avec toutes les dépenses, les livres, le matériel, le loyer à Grenoble quand elle doit y rester plusieurs jours d'affilée. J'avais l'impression de ne jamais avoir assez d'argent, peu importe combien je travaillais. » Elle s'est essuyé les yeux avec le dos de sa main, mais les larmes continuaient de couler. « J'ai rencontré quelqu'un, » a-t-elle continué, sa voix devenant de plus en plus faible. « Un homme qui m'a dit qu'il pouvait m'aider à gagner de l'argent rapidement. Il m'a parlé d'opportunités d'investissement, de moyens de faire fructifier mon capital. Je ne savais pas au début que c'était illégal, je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher. Quand je l'ai découvert, quand j'ai commencé à comprendre dans quoi je m'étais embarquée, j'étais déjà trop impliquée. Ils avaient des informations sur moi, des documents compromettants. Je me sentais piégée. « Et Océane ?» a demandé Chloé, parlant pour la première fois depuis notre arrivée.
Sa voix était étonnamment calme, mais je pouvais sentir l'émotion qui bouillonnait juste sous la surface. Comment le nom de ma sœur s'est-il retrouvé sur ces documents? Comment as-tu pu l'impliquer dans tout ça sans qu'elle le sache? Isabelle a regardé sa fille, et dans ses yeux j'ai vu une honte si profonde, si totale, qu'elle semblait la consumer de l'intérieur. J'avais besoin d'un co-signataire pour certaines transactions, a-t-elle admis, sa voix tremblant violemment. La banque exigeait 2 signatures pour valider certains transferts. Et mon Dieu, j'ai tellement honte. J'ai utilisé le nom d'Océane sans qu'elle le sache. J'ai imité sa signature sur les documents. Je me suis dit que personne ne vérifierait vraiment, que tout se passerait bien et que je pourrais tout rembourser avant qu'elle découvre quoi que ce soit. Je pensais que je protégeais son avenir, que je faisais ce qu'il fallait pour elle. Mais ça ne s'est pas bien passé, ai-je dit doucement, constatant l'évidence avec tristesse. Non, a murmuré Isabelle, secouant la tête avec désespoir. Non, rien ne s'est passé comme prévu. Les personnes avec qui je travaillais, ces hommes en qui j'avais placé ma confiance, m'ont escroqué. Ils ont pris l'argent, beaucoup d'argent, et maintenant ils en exigent encore plus. Ils me menacent de tout révéler aux autorités si je ne paie pas la totalité de ce que je leur dois. 50 000 €. C'est une somme que je n'ai pas, que je ne pourrai jamais rassembler seule. Elle s'est effondrée en sanglots maintenant, son corps entier secoué par des pleurs incontrôlables. Et si ça arrive, si tout est révélé, Océane sera impliquée. Son nom est sur ces documents. Elle pourrait avoir un casier judiciaire, être poursuivie par la justice, voir toutes ses opportunités futures s'envoler avant même d'avoir commencé sa vie adulte. Tout ce pourquoi elle a travaillé si dur, toutes ces années d'études, tout pourrait être détruit à cause de mes erreurs. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Isabelle, traçant des sillons humides sur sa peau pâle. C'était la première fois que je la voyais pleurer ainsi depuis qu'elle était une petite fille, depuis ce jour lointain où elle était tombée de son vélo et s'était cassé le bras. Elle avait toujours été si fière, si déterminée à ne jamais montrer de faiblesse. La voir s'effondrer ainsi était déchirant, même après tout ce qu'elle avait fait. « C'est pour ça que tu m'as pris la voiture », a dit Chloé lentement, comme si les pièces d'un puzzle complexe se mettaient enfin en place dans son esprit. « C'est pour ça que tu as été si dur avec moi ces derniers mois. Tu essayais de tout donner à Océane parce que tu savais que tu avais peut-être ruiné son avenir. Tu essayais de compenser. » Isabelle a hoché la tête misérablement, incapable de parler à travers ses sanglots. « Mais tu as failli ruiner mon présent dans le processus, » a continué Chloé, et sa voix, bien que douce, portait le poids de toutes les blessures accumulées au fil des années. « Tu m'as fait me sentir sans valeur, comme si je ne comptais pas, comme si mes besoins et mes sentiments ne méritaient même pas d'être pris en compte. Tu m'as fait croire que je n'étais pas assez bien, que je ne méritais pas le même amour que ma sœur. » Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. J'ai transféré l'argent au compte de Thomas Mercier, qui s'est chargé de régler la dette d'Isabelle avec les personnes qui la faisaient chanter. Ce n'était pas une solution parfaite. Ces gens existaient toujours. Et il y avait toujours un risque qu'ils reviennent. Mais au moins, la menace immédiate était écartée. Isabelle a tenu parole et a parlé à Océane. D'après ce que Chloé m'a raconté plus tard, la conversation a été dévastatrice. Océane a pleuré pendant des heures, oscillant entre la colère contre sa mère et la peur pour son propre avenir. Mais elle a aussi surpris tout le monde par sa maturité. Au lieu de s'effondrer complètement, elle a pris les choses en main, contactant un avocat pour comprendre exactement quelles étaient ses responsabilités légales et comment se protéger. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Chloé, qui aurait eu toutes les raisons de se réjouir secrètement des problèmes d'Océane, a fait exactement le contraire. Elle a contacté sa sœur et lui a offert son soutien. Au début, Océane était méfiante, se demandant si Chloé n'était pas là pour se moquer d'elle ou pour profiter de sa vulnérabilité. Mais Chloé est restée présente, patiente, et petit à petit, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Les deux sœurs, qui avaient passé la majeure partie de leur vie en compétition à cause des dynamiques malsaines créées par leur mère, ont commencé à vraiment se connaître pour la première fois.
Elles ont découvert qu'elles avaient plus en commun qu'elles ne l'auraient jamais imaginé. Le même sens de l'humour, les mêmes insécurités, les mêmes rêves d'un avenir meilleur. Un dimanche après-midi, environ 2 mois après toute cette histoire, elles sont venues toutes les deux chez moi pour le déjeuner. C'était la première fois que je les voyais ensemble depuis des années, et la différence était frappante. Au lieu de la tension et de la compétition qui avaient toujours caractérisé leurs interactions, il y avait maintenant une complicité, une facilité qui me réchauffait le cœur. « Grand-mère », a dit Océane alors que nous déjeunions dans la salle à manger. « Je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour maman et pour moi par extension. »« Tu n'as pas à me remercier, ma chérie, » ai-je répondu. « C'est ce que font les familles. Elles se soutiennent mutuellement, même dans les moments difficiles. »« Mais tu ne devais pas le faire, » a-t-elle insisté. « Surtout après la façon dont maman a traité Chloé. Tu aurais pu te laver les mains de toute cette situation. » J'ai regardé mes 2 petites filles, ces jeunes femmes magnifiques qui avaient traversé tant de choses ces dernières années. Si j'ai appris quelque chose dans ma longue vie, ai-je dit doucement, c'est que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix. Et j'ai choisi de vous avoir toutes les deux dans ma vie, avec tous vos défauts et toutes vos qualités. Ce n'était pas un choix difficile. Chloé a souri, ses yeux brillant légèrement. Tu sais, grand-mère, quand tout ça a commencé avec cette histoire de voiture, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça, que ça nous rapprocherait tous en fin de compte. Parfois, ai-je dit, les crises sont nécessaires pour que les choses changent vraiment. Ce n'est pas agréable à vivre sur le moment, mais avec le recul, on peut voir qu'elles étaient nécessaires. Océane a hoché la tête, puis a échangé un regard avec Chloé avant de parler à nouveau. « Il y a quelque chose qu'on voulait te dire », a-t-elle commencé, un peu nerveusement. Chloé et moi avons décidé de louer un appartement ensemble. Rien de luxueux, juste un 2 pièces dans le 6e arrondissement. On s'est dit que ce serait bien de vivre ensemble pendant un moment, de vraiment apprendre à se connaître. J'ai senti mon cœur se gonfler de joie. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Et on voulait aussi te dire, a ajouté Chloé, qu'on a eu une longue conversation avec maman. Elle commence sa thérapie la semaine prochaine et on a établi des règles claires sur la façon dont on veut être traité. Ce ne sera pas facile et il faudra du temps, mais on veut lui donner cette chance. Vous êtes toutes les deux incroyablement matures, ai-je dit, sentant les larmes me monter aux yeux. Plus que je ne l'étais à votre âge, c'est certain. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et joyeuse. Nous avons parlé de tout et de rien, de leurs projets d'avenir, de mes souvenirs avec Philippe, des petites choses du quotidien qui font la richesse d'une vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que notre famille était sur la bonne voie. Quelques semaines plus tard, Isabelle m'a rendu visite. Elle venait seule, ce qui était déjà en soi un changement. Habituellement, elle amenait toujours au moins une de ses filles avec elle, comme un bouclier contre des conversations qu'elle ne voulait pas avoir. Nous nous sommes assises dans le jardin, profitant des derniers rayons de soleil chaud avant l'arrivée de l'hiver. Isabelle avait l'air différente, plus calme, moins sur la défensive, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. « La thérapie t'aide » ai-je demandé après quelques minutes de silence confortable. Elle a hoché la tête. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Ma thérapeute m'aide à comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait, pourquoi j'ai toujours eu cette tendance à favoriser Océane. Et pourquoi ? Je n'étais pas sûre de vouloir vraiment connaître la réponse, mais je sentais qu'il était important de demander. Isabelle a pris une profonde inspiration. Parce qu'Océane me ressemble, physiquement, dans sa personnalité, dans tout. Et Chloé ressemble à son père. Et quand il nous a quittés, quand il a décidé que sa nouvelle vie était plus importante que nous, j'ai projeté ma colère contre lui sur Chloé sans même m'en rendre compte. C'était une révélation déchirante, mais qui expliquait tant de choses. Le divorce d'Isabelle avait été brutal, et je savais qu'elle en avait beaucoup souffert. Mais je n'avais jamais réalisé à quel point cela avait affecté sa relation avec ses filles. Chloé n'était pas responsable des actions de son père. Ça, je dis doucement. « Je sais », a répondu Isabelle, les larmes coulant sur ses joues. « Je le sais maintenant, mais pendant toutes ces années, inconsciemment, je la punissais pour quelque chose qui n'était pas sa faute, et je suis tellement désolée pour ça. » Je me suis levée et suis allée m'asseoir à côté d'elle.
l'enlaçant comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle avait besoin de réconfort. Ce qui compte maintenant, c'est que tu travailles à réparer ces relations, ai-je dit. Que tu continues ce travail sur toi-même et que tu montres à tes filles, par tes actions et pas seulement par tes mots, qu'elles comptent toutes les deux autant. Je vais le faire, a-t-elle promis. Ça va me prendre du temps et je vais probablement faire des erreurs en chemin, mais je vais le faire. Nous sommes restées assises là pendant un long moment, mère et fille, partageant ce moment de vulnérabilité et d'honnêteté qui avait trop longtemps fait défaut dans notre relation. Les mois ont passé et j'ai vu ma famille se transformer sous mes yeux. Isabelle a tenu ses promesses, travaillant dur en thérapie et faisant des efforts conscients pour traiter ses filles équitablement. Ce n'était pas parfait, elle retombait parfois dans ses vieilles habitudes. Mais quand cela arrivait, elle s'en rendait compte et s'excusait, ce qui était déjà un énorme progrès. Chloé et Océane sont devenus inséparables. Leur appartement partagé était devenu un havre de paix et de rire, et elles organisaient régulièrement des dîners où elles invitaient Isabelle et moi. Ces soirées étaient remplies de conversations animées, de bonne nourriture et d'un sentiment de normalité familiale que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un soir de printemps, presque 1 an après cette fameuse journée où j'avais vu Chloé descendre d'un Uber, nous étions toutes réunies dans mon salon pour célébrer l'anniversaire de Chloé. Elle avait 25 ans maintenant, et en la regardant souffler ses bougies, entourée de l'amour de sa famille, j'ai ressenti une satisfaction profonde. « Grand-mère, » a dit Chloé après que nous ayons fini de manger le gâteau, « je voulais te dire quelque chose. »« Quoi donc, ma chérie ? Merci pour tout, pour avoir pris ma défense quand personne d'autre ne le faisait, pour avoir eu le courage de dire ce qui devait être dit. Si tu n'avais pas fait ça, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. » J'ai senti les larmes me piquer les yeux. « Tu n'as pas à me remercier. C'était la bonne chose à faire. » Mais beaucoup de gens n'auraient pas eu ce courage, a ajouté Océane. Ils auraient choisi la facilité, auraient laissé les choses continuer comme elles l'ont toujours été. Mais tu as choisi de te battre pour ce qui était juste, même si cela signifiait affronter ta propre fille. Isabelle, qui avait été silencieuse jusque-là, a pris la parole. « Maman, je sais que je ne te l'ai jamais vraiment dit correctement, mais merci. Merci de ne pas m'avoir abandonnée quand j'étais au plus bas. Merci de m'avoir aidée tout en me tenant responsable de mes actions. C'était exactement ce dont j'avais besoin, même si je ne le réalisais pas sur le moment. » Nous nous sommes toutes enlacées, un enchevêtrement de 3 générations de femmes qui avaient traversé l'enfer et en étaient ressorties plus fortes, plus proches, plus authentiques. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui où Philippe aimait lire le journal le matin, et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. À la colère, à la douleur, aux révélations choquantes, mais aussi à la guérison, à la croissance, à l'amour qui avait finalement triomphé. La vie, ai-je réalisé, ne nous donne pas toujours les situations que nous voulons ou que nous méritons. Parfois, elle nous lance des épreuves qui semblent insurmontables, des choix qui paraissent impossibles. Mais c'est dans ces moments-là que notre véritable caractère se révèle, que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment capables. J'avais fait un choix ce jour-là, quand j'avais vu Chloé descendre de cet Uber. J'avais choisi de ne plus être complice d'une injustice, même si cela signifiait risquer ma relation avec ma propre fille. Et ce choix, aussi difficile qu'il ait été sur le moment, avait ouvert la voie à une guérison que personne n'aurait pu prédire. Parfois, l'amour n'est pas doux et facile. Parfois, l'amour est dur. Il exige de nous que nous disions des vérités difficiles, que nous posions des limites, que nous tenions les gens que nous aimons responsables de leurs actions. Mais c'est cet amour-là, cet amour courageux et honnête, qui a le pouvoir de vraiment transformer les vies. En regardant par la fenêtre le jardin où Philippe avait planté tant de roses, je me suis souvenu d'une conversation que nous avions eue il y a longtemps, peu de temps avant sa mort. « Tu sais quelle est la chose la plus importante que j'ai apprise dans ma vie ?» m'avait-il demandé. « Quoi donc ?» avais-je répondu, tenant sa main fragile dans la mienne. « Que l'amour sans vérité n'est pas vraiment de l'amour, et que la vérité sans amour n'est que de la cruauté. Mais quand tu arrives à combiner les deux, quand tu peux dire la vérité avec amour,
alors tu as quelque chose de vraiment puissant. » Il avait raison, comme toujours. Et c'était exactement ce que j'avais essayé de faire, dire la vérité avec amour, même quand c'était difficile, même quand cela me coûtait quelque chose. Les lumières de Lyon scintillaient au loin, et je me suis sentie profondément reconnaissante. Reconnaissante pour ma famille imparfaite mais aimante. Reconnaissante pour les leçons que cette épreuve nous avait enseignées. Reconnaissante pour la force que je ne savais pas que je possédais jusqu'à ce que je sois forcée de l'utiliser. Et quelque part, je savais que Philippe me regardait, fier de la femme que j'étais devenue, de la famille que nous avions construite ensemble et qui continuait à grandir et à évoluer même après son départ. La route avait été longue et difficile, mais nous étions arrivés quelque part de beau, quelque part qui valait chaque larme, chaque confrontation difficile, chaque moment d'incertitude. Nous étions arrivés à la maison, ensemble, et c'était tout ce qui comptait vraiment. Voilà, c'est mon histoire. C'est notre histoire, en réalité. Parce que je sais qu'en ce moment même, certaines d'entre vous écoutent ces mots et se reconnaissent dans chaque phrase, dans chaque douleur, dans chaque choix impossible que j'ai dû faire. Peut-être que vous aussi, vous avez dû choisir entre le confort du silence et la vérité qui déchire. Peut-être que vous aussi, vous avez vu vos propres enfants répéter des erreurs que vous pensiez avoir enterrées avec le temps. Il y a quelque chose de profondément solitaire dans ces moments où nous devons tenir ferme face à notre propre famille. Personne ne nous félicite pour avoir dit la vérité. Personne ne comprend vraiment le poids que nous portons quand nous devons choisir la justice plutôt que la paix. Et pourtant, nous le faisons. Parce que l'amour véritable, celui qui traverse les générations, n'est pas celui qui évite les conflits. C'est celui qui ose les affronter, même quand nos mains tremblent et que notre cœur se brise. Je pense souvent à toutes ces femmes qui m'écoutent depuis la France, depuis l'Algérie, depuis tous ces endroits où nos voix portent le poids de tant d'histoires non racontées. Combien d'entre vous ont gardé le silence pour préserver l'apparence d'une famille unie? Combien ont vu l'injustice se dérouler sous leurs yeux et ont choisi de détourner le regard parce que c'était plus simple, moins douloureux? Je ne vous juge pas. J'aurais pu faire pareil. Pendant longtemps, j'ai fait pareil. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Si vous aviez vu votre petite fille descendre de cet Uber, le regard brisé, la dignité piétinée. Si vous aviez découvert que votre propre fille utilisait le chantage et la manipulation pour favoriser un enfant au détriment de l'autre. Auriez-vous trouvé le courage de dire stop? Ou auriez-vous, comme tant d'autres, murmuré des excuses pour maintenir la paix? Parce que voyez-vous, ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de limite, de savoir jusqu'où nous sommes prêtes à nous taire avant que notre silence ne devienne de la complicité. Et je veux comprendre où se trouvent vos propres limites. Je veux savoir si mon histoire vous a fait réfléchir à vos propres choix, à vos propres regrets, à ces moments où vous auriez peut-être dû parler mais n'avez pas osé. Vous savez ce qui me hante parfois. Ce n'est pas la dispute avec Isabelle. Ce n'est pas l'argent que j'ai dû dépenser. C'est de penser à toutes ces années où j'ai vu les signes et où je n'ai rien dit. Toutes ces fois où j'ai remarqué le regard de Chloé s'éteindre un peu plus, où j'ai entendu les comparaisons blessantes et où je me suis contentée de soupirer intérieurement. Combien d'entre vous portent ce même regret? Combien se demandent si elles auraient pu agir plus tôt, changer le cours des choses avant qu'il ne soit trop tard? La vérité, c'est que nous ne sommes pas des héroïnes dans nos propres vies. Nous sommes juste des femmes qui essayons de faire du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons. Et parfois, ce mieux arrive tard. Parfois, il arrive avec des larmes, des portes qui claquent, des mots qu'on ne peut plus reprendre. Mais il arrive quand même. Et c'est ça qui compte, non? Que nous trouvions finalement le courage, même si nos genoux tremblent, même si nous avons peur de tout perdre. Alors dites-moi, là, maintenant, dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? De quelle ville? De quel pays? Mais surtout, dites-moi ce que cette histoire a réveillé en vous. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans mes mots? Est-ce que vous aussi, vous avez dû faire des choix impossibles qui ont transformé votre famille pour toujours? Parce que vos histoires comptent autant que la mienne. Vos voix méritent d'être entendues.
Et si vous pensez que d'autres femmes ont besoin d'entendre ce genre de témoignage, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, inscrivez-vous à cette chaîne. Faites en sorte que ces histoires continuent d'exister, que ces vérités continuent d'être racontées. Parce que c'est ensemble, en partageant nos expériences, nos douleurs et nos victoires, que nous trouvons la force de continuer. Ce n'est pas juste une chaîne de plus. C'est un espace où nos vies complexes, nos familles imparfaites, nos choix difficiles, trouvent enfin leur place. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ces situations. Pas de manuel qui nous dit comment aimer nos enfants quand ils font du mal à leurs propres enfants. Comment rester digne quand tout nous pousse à fermer les yeux. Comment vivre avec nos décisions quand la nuit tombe et que nous restons seuls avec nos pensées. Mais peut-être qu'en parlant, en écrivant ces quelques mots dans les commentaires, nous trouvons un peu de cette paix qui nous échappe. Peut-être qu'en sachant que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, le fardeau devient un peu moins lourd. Je vous attends dans les commentaires. Prenez votre temps, respirez, et quand vous serez prête, racontez-moi votre vérité.